Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est avec Thibaut pour parler du thème de la vie privée et plus particulièrement dans le domaine des crypto-monnaies, qui est le sujet qui va nous intéresser. Et on va se demander un petit peu est-ce que c'est nécessaire ou au final est-ce que c'est superflu, c'est quelque chose dont on peut se passer. Parce qu'on a vu récemment s'accélérer les politiques et certains acteurs qui poussent vers plus de régulation et plus de régulation dans le sens plus de transparence et donc moins d'anonymité. Et il y a même voilà, certains acteurs qui poussent à une transparence totale avec un contrôle de la moindre transaction dans le domaine des crypto-monnaies, qu'il faudra que tout soit soumis au KYC, donc Know Your Customer, où toutes les personnes seront fichier enregistré et à partir du moindre Satoshi qui est bougé, la transaction sera enregistrée, déclarée, reliée à la personne et avec un suivi complet et total de l'écosystème. En plus de ça, on voit l'apparition des CBDC, donc des monnaies de banque centrale, qui visent aussi à réguler et aussi à permettre un suivi beaucoup plus exhaustif, même que ce qui se fait déjà maintenant des citoyens. Et donc, on pourrait se demander, il y a un peu une attaque, entre guillemets, contre la vie privée et le droit de maintenir privé une partie de sa vie. Et moi, j'ai l'impression que c'est vrai qu'avec le monde numérique et les réseaux sociaux et de plus en plus, on voit qu'il y a comme une espèce de banalisation du fait de donner ces données privées, alors qu'on peut pour l'instant penser que c'est pas forcément important, mais par exemple avec tous les assistants vocaux, les Google Home, les Alexa à la maison, où ça devient normal d'avoir un micro ouvert connecté à Internet dans sa maison. Avec les réseaux sociaux, c'est normal de partager des photos, les métadatas, où c'est qu'on a pris la photo, qu'est-ce qu'on a fait, avec qui on est, les banques, elles ont déjà nos informations sur dans quel pays on est, quel type, voilà, comment on dépense notre argent, où c'est qu'on paye. Et avec le domaine des crypto-monnaies, pour y revenir, c'est vrai qu'il y a des évolutions réglementaires et des évolutions de politique, justement, avec les CBDC, qui visent un petit peu à limiter la vie privée. Et après, on a un peu des arguments qui sont toujours donnés, bien sûr, et qui sont toujours louables, évidemment, pour renforcer un petit peu ces politiques et aussi pour arriver un petit peu au sujet dont on voulait traiter au début. Par exemple, un des arguments, c'est dans le monde des crypto-monnaies, la crypto-monnaie, ça permet le blanchiment d'argent, donc il faut plus de transparence pour éviter de permettre à des criminels, à des terroristes de blanchir leur argent. Et donc, du coup, on veut supprimer les mixeurs, on veut plus de transparence, on veut plus de régulation pour pouvoir contrôler un peu mieux tout ça. Et c'est là peut-être qu'on va pouvoir échanger avec Thibaut, parce qu'au final, il y a plusieurs rapports dans le monde des crypto-monnaies qui montrent que le blanchiment d'argent, c'est vraiment une partie minime des transactions. Et en plus, cet argument qu'ils utilisent, ça a toujours existé, le blanchiment d'argent, et même, j'aurais tendance à dire que dans la finance traditionnelle, c'est quelque chose qui est très répandu. Et je regardais, pas plus tard ce matin ou hier, il me semble, si on regarde toutes les grosses banques, par exemple aux États-Unis, Morgan Stanley, Citibank, mais même en Europe, même en France, le Crédit Agricole ou le Deutsche Bank en Allemagne, HSBC à Londres, ils ont tous au final des casseroles sur le thème du blanchiment d'argent et dans des proportions qui sont au final beaucoup plus importantes que ce qui peut être émis comme hypothèse de départ dans les crypto-monnaies. Par exemple, on a entendu voilà, Lazarus, groupe qui ont hacké les hackers coréens du Nord qui ont hacké plusieurs plateformes et qui ont volé des centaines de millions de dollars et qui ont utilisé Tornado Cash pour blanchir cet argent. Du coup, ça a été le déclencheur pour les autorités américaines d'aller fermer ce protocole. Mais alors que dans la finance traditionnelle, il y a des milliards et des milliards et des milliards qui sont blanchis à travers les institutions traditionnelles et qui sont pas forcément retoqués. Bon, il y a des amendes, mais ça a toujours existé. Il n'y a pas forcément plus de protections qui sont mises en place. Et donc, du coup, c'est un peu de l'asymétrie entre le système traditionnel et ce qui se fait avec du blanchiment qui a toujours existé et dans des proportions beaucoup plus importantes. Et ce qui se fait effectivement dans le monde des crypto-monnaies, mais qui est dans des proportions, pour le coup, bien moindres. Et du coup, moi, je vois plus que c'est un peu un argument pour permettre plus de contrôle et petit à petit supprimer la vie privée, parce qu'on parle pas ne serait-ce que d'anonymité, mais juste protéger sa vie privée, ne pas donner ses informations au grand jour et de manière transparente. Et on peut voilà, souhaiter conserver sa vie privée.
Et voilà, toi Thibaut, je sais pas ce que tu penses par rapport à ça. Est-ce que tu penses que c'est louable de conserver, je pense qu'il ne va pas avoir forcément trop de débat, mais est-ce que tu penses que c'est louable de conserver sa vie privée, même pour protéger dans le futur, parce que même maintenant il n'y a pas forcément trop d'enjeux, ou est-ce que tu penses au contraire que c'est une bonne chose qu'il y ait plus de régulation, plus de transparence pour éviter peut-être du blanchiment d'argent, et du coup qu'on continue de fermer des mixeurs ou des protocoles qui permettent d'anonymiser l'origine et les transferts des fonds? Moi, je pense que, bon, déjà, le côté réglementaire, la régulation dans le domaine des crypto-monnaies, elle va être de plus en plus présente. Et si on veut, comme beaucoup de gens le souhaitent, avoir une adoption de masse, il va falloir qu'il y ait un volet réglementaire qui soit présent et qui soit clair, que ce soit en Europe, que ce soit à l'étranger. On commence à avoir des démarches qui sont de plus en plus claires et on commence à voir un peu plus la direction dans laquelle on va se diriger. Mais le côté réglementaire, il y a beaucoup de personnes qui voient la crypto-monnaie un peu comme ce qu'on pouvait... Enfin, l'idée générale de base qui était on s'en fout des régulateurs, on s'en fout des autres. La crypto-monnaie, c'est fait pour mettre un peu un gros doigt aux banques en disant on vous écoute pas, on fait un peu ce qu'on veut. La théorie, c'est ça, et c'est vrai que même dans la pratique, le Bitcoin aujourd'hui demande l'avis de personne, qu'on le veuille ou non, il est là pour exister, et son côté décentralisé, son côté résistance à la censure, etc., fait que de toute façon, la réglementation va devoir en fait se créer autour, et qu'on demande ou pas l'avis, théoriquement, si tu veux, du Bitcoin, il n'y aura pas vraiment de changement. C'est-à-dire derrière, l'invention, elle a été faite, elle a été créée dans une certaine circonstance qui faisait peut-être qu'à l'époque, on aurait pu arrêter le protocole relativement tôt parce que personne s'y intéressait. Le hash rate, la sécurité du réseau était tellement faible que, bon, au final, on aurait pu avoir la possibilité de le détruire, même à plusieurs reprises. Aujourd'hui, le génie est sorti de la bouteille, donc c'est trop tard. Ce que je veux dire par là, c'est que le côté réglementaire, pour moi, c'est obligatoire. Et si on veut une adoption de masse, on va être obligé de passer par là. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Parce que si on veut permettre à monsieur et madame tout le monde de rejoindre l'écosystème, de pouvoir investir, et finalement, ce que tout le monde veut, c'est faire pumper son bag, il faut qu'on ait un volet réglementaire qui soit stable. Parce qu'aujourd'hui, les personnes qui regardent cette chaîne YouTube, c'est des gens, je pense, qui s'intéressent déjà au domaine des crypto-monnaies, qui ont compris l'intérêt des crypto-monnaies, etc. Et monsieur et madame tout le monde, aujourd'hui, se renseignent encore sur les médias comme la télé, et tant qu'on leur a pas dit que c'était intéressant, qu'il n'y avait pas de risque, ils vont pas mettre de l'argent dessus. Donc, voilà, il y a aussi ce côté-là. Il y a aussi des avantages et des inconvénients, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur des blockchains classiques comme Bitcoin ou Ethereum, on est sur des blockchains transparentes. Donc, il y a des avantages, c'est qu'on est capable de voir qui a quoi, et l'adage un peu dans les crypto-monnaies, c'est don't trust, verify. Donc, ne faites pas confiance, vérifiez. Et l'avantage d'être sur des blockchains transparentes, c'est qu'on est capable de voir qui a quoi à l'instant T, et de suivre un petit peu les différents flux. On n'est pas capable de mentir parce que tout est vérifiable par tout le monde à l'instant T. C'est un peu l'intérêt de la chose. Par contre, il y a aussi des inconvénients. C'est que si on est capable de tout tracer, beaucoup pensent, et c'est d'ailleurs la communauté de certaines crypto-monnaies, comme c'est le cas de Monero, qui disent en fait c'est un peu une caméra, une surveillance à ciel ouvert, quoi. On est capable de savoir qui a quoi à l'instant T, qui fait quoi avec son argent, et pour des personnes qui ont déjà créé des entreprises, qui ont créé une entreprise ou peu importe, on sait qu'aujourd'hui, si on était capable pour chaque entreprise de savoir, que les salariés étaient capables de savoir les salaires de chaque individu, quel fournisseur est payé avec quelle quantité d'argent, qui on paye avec quoi, etc. En fait, l'entreprise ne fonctionne pas. Ce qui fait même la propriété d'une entreprise, c'est qu'on est capable de faire des cas par cas, et le côté privacy, pas forcément anonymat, mais on va dire protection de la vie privée, protection des données personnelles, c'est un point qui est fondamental à la fois pour l'être humain classique, citoyen, et puis même aussi pour le fonctionnement d'une entreprise. Et la communauté de Monero, en tout cas, c'est l'une des problématiques qu'ils ont fait remonter, et notamment le fait aussi, concernant les problématiques de fongibilité qu'on pourrait voir apparaître sur le Bitcoin et qu'on commence à voir petit à petit. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on sort de notre chapeau. Il y a même des personnes quelqu'un que je respecte beaucoup pour les travaux qu'il a pu faire, et notamment pour la vulgarisation qu'il a pu faire du domaine des crypto-monnaies, et plus spécifiquement du Bitcoin. Cette personne s'appelle Andreas Antonopoulos. Vous pourrez jeter un coup d'œil sur Internet, il fait pas mal de vidéos sur YouTube dessus. Et c'est même lui une problématique qu'il a fait remonter sur la communauté Bitcoin en disant
le Bitcoin, il a plein de propriétés intéressantes, mais l'une des problématiques qu'il a fait remonter, c'est les problèmes de fongibilité. La fongibilité, c'est aujourd'hui, vous avez une pièce de 1 euro, j'ai une deuxième pièce de 1 euro, les deux sont interchangeables, il n'y a pas de distinction qui peut être faite entre les deux. Le problème avec Bitcoin, c'est que vu qu'on est sur une blockchain qui est transparente, on a chaque Bitcoin qui est accroché en fait avec son CV derrière, avec toutes les transactions et tous les wallets par qui il a transité. Donc un Bitcoin n'est pas égal à un autre Bitcoin pour le coup, parce que le CV de chaque Bitcoin est différent en fonction de comment il aura été utilisé. Et on peut le voir déjà, ceux qui ont récupéré des Bitcoins qui ont été utilisés notamment sur Silk Road, qui était une plateforme sur le Darknet où on pouvait à l'époque utiliser du Bitcoin pour acheter de la drogue ou n'importe quoi. Il y a beaucoup de Bitcoins qui sont passés par là, qui sont teintés, pour le coup, par une activité illégale et illicite. Et si vous détenez en fait ces Bitcoins-là, il y a beaucoup de plateformes d'échange aujourd'hui qui utilisent des algorithmes ou des outils pour analyser les transactions au niveau de la blockchain. Et s'ils se rendent compte qu'il y a certains coins qui ont été teintés, qui sont passés dans des canaux qui sont pas forcément légaux, ils ont la possibilité de bloquer vos fonds, de pas vous rendre votre argent, de pas les créditer sur votre compte, etc., etc. Donc théoriquement, on peut se dire, tiens, s'il y a un Bitcoin en fait où il y a le plus de risques d'en avoir de l'utiliser ou de l'avoir plutôt qu'un autre, en fait, on peut peut-être estimer qu'il y aurait une valeur différente selon les Bitcoins. Aujourd'hui, c'est pas vraiment le cas, mais c'est là où on pourrait peut-être être amené à aller avec ces problématiques de fongibilité. Donc il y a toute cette communauté qui commence à se créer avec les coins anonymes. J'ai parlé de Monero, il y a aussi Zcash, il y en a plein d'autres, Pirate Chain aussi, qui se développent pas mal. Je ne sais pas si on aura le temps de parler des avantages, des inconvénients de tous ces projets-là, mais moi, la question que je me pose, si tu veux, c'est à chaque fois, tu as des crypto-monnaies qui évoluent selon certains écosystèmes. Tu vas avoir la GameFi, tu peux avoir les oracles, tu peux avoir les coins centralisés, par exemple, de plateformes d'échange avec FTX, Binance, le BNB. Tu as les privacy coins avec le leader aujourd'hui qui est, par exemple, Monero. À chaque fois, tu as des sous-niches. Et pour l'instant, j'ai l'impression que le côté privacy, tu vois, on voit l'intérêt, on voit l'avantage qu'il peut y avoir au niveau des particuliers, et puis même pas que, hein. Mais derrière, après, tu as le volet réglementaire qui peut prendre le dessus. Et deuxièmement, il y a le côté aussi, est-ce que vraiment les gens, ils en ont quelque chose à faire, tu vois, de protéger leur vie privée? Parce qu'on a beau se poser la question, comprendre l'intérêt, derrière, je ne suis pas persuadé que tout le monde utilise un VPN, je ne suis pas persuadé que tout le monde ne poste pas tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux comme Facebook, etc. Enfin, voilà, tu vois, il y a un peu cette dissonance qu'on peut avoir entre les communautés un peu de hardcore, cypherpunk, qui disent la vie privée, les problèmes de fongibilité, et je le comprends, tu vois, il y a plein de choses, on peut comprendre l'intérêt, et puis après, tu as le côté mainstream, où les gens, en fait, ils peuvent très bien se dire, au final, je m'en fous, en fait, pourquoi je m'embêterais à faire ça? Ils le font déjà pas avec leurs données aujourd'hui, pourquoi ils le feraient avec leur argent, en fait, tu vois? Mais toute cette idéologie aussi libertarienne, nous, on s'est un peu intéressé, mais c'est vrai, et c'est pour ça que ça m'a paru intéressant de faire cette vidéo aussi, que dans ma vie tous les jours, voilà, avec mes amis qui sont pas forcément très versés dans le domaine de la crypto-monnaie ou dans toutes ces thématiques-là, il y a vraiment aucune préoccupation par rapport à ça. C'est quelque chose qui, c'est même pas qui s'en préoccupaient pas, c'est ils en ont pas compte, ça les intéresse pas, mais même ils en ont pas conscience, et c'est pas quelque chose ils veulent quelque chose qui marche, et tant que ça marche, c'est bon. Qu'ils tiennent en compte, voilà, mais et même c'est même pas qu'ils décident de prendre le côté un peu facile et d'accepter de perdre un peu sa vie privée pour avoir des services qu'ils considèrent comme intéressants. C'est juste que c'est même pas quelque chose, une notion qu'ils ont en compte. Et du coup, là où ça me pose un peu problème, c'est pour l'instant, voilà, il y a une grosse accumulation des données, tout le monde est capable de capter de la donnée, il y a des grosses bases de données qui sont pas forcément encore exploitées à 100%, donc ils peuvent très bien, toutes les données, on sait très bien que c'est récupéré par des tas d'entreprises étatiques comme privées d'ailleurs, et il manque encore le volet un peu traitement en temps réel qui viendra avec l'intelligence artificielle notamment, de pouvoir traiter ces données en temps réel. Et une fois qu'il y aura tous ces systèmes en place, au final, on ne sait pas trop à quoi ça peut servir, on ne sait pas trop qui l'utilisera, comment ça sera utilisé, dans quel but, et ce qui pourra être mis en place en fonction de ça. On a une idée un peu claire. Aujourd'hui, on sait très bien que ça ne sera pas fait pour le bien de l'humanité, hein, l'utilisation de ces données. Si c'est surtout utilisé par des GAFAM qui aujourd'hui ont ces données-là, voilà, ils vont le faire pour maximiser leurs profits. C'est des entreprises, c'est le but principal d'une entreprise de faire de l'argent, ils feront de l'argent avec, c'est tout. On a vu ce que ça avait donné
avec Cambridge Analytica, notamment avec Facebook, qui avait pu influencer les votes lors de l'élection de Trump, je crois. Voilà, aujourd'hui, quand on a la data et quand on est capable d'analyser ces data en temps réel, aujourd'hui, on n'est pas vraiment capable de le faire parce qu'il y a trop d'informations. Et comme tu le dis, avec l'intelligence artificielle, etc., on sera capable d'analyser ces data en temps réel. Et là, ça peut donner un pouvoir juste monstrueux. Il y a plein d'avancées que ça pourrait permettre de faire. Imaginez que vous êtes capable aujourd'hui, demain, d'analyser les data en temps direct pour, je sais pas, analyser les causes de cancer ou des maladies. Enfin, on peut faire des progrès dans la médecine qui seraient juste complètement fous. Mais c'est un peu pareil. C'est un peu comme tout. En fait, j'ai l'impression que c'est un outil. Tu vois, c'est un outil. C'est ni mal, c'est ni bien. Ça va dépendre de la manière dont on va utiliser les choses. Et comme tu l'as évoqué tout à l'heure avec Tornado Cash, le gouvernement américain, quand il y a eu cette affaire là sur Tornado Cash, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont banni au départ complètement le protocole. Et moi, je trouvais ça un peu triste dans le sens parce que tu as des personnes dans le lot. Oui, ça a été utilisé par des gens qui voulaient blanchir de l'argent, oui, mais c'est clairement pas la majorité. Et en fait, c'est comme si tu disais, je sais pas, quelqu'un va braquer une banque, il utilise une camionnette, et en fait, sous prétexte que lui, il a utilisé une camionnette, tu vas mettre de côté tous les gens qui ont une camionnette. C'est complètement con. Tu vois, tu vas te dire, bah non, c'est un outil, il y en a qui l'utilisent à bon escient, d'autres à mauvais escient, et voilà. La technologie, elle est ni bien ni mal. Demain, tu utilises ton couteau pour faire ta cuisine, tu peux t'en servir pour tuer ton voisin. Voilà, tu vas pour autant que tu vas bannir tous les couteaux. Tu vois. Et j'ai l'impression qu'ils ont fait ça et ils ont utilisé cet exemple en disant voilà, aujourd'hui, votre vie privée, en fait, on s'en fout un peu. Tu vois, c'est pas notre priorité, c'est pas ce qu'on veut. Et on voit que la dynamique dans laquelle on s'inscrit aujourd'hui, avec l'apparition des CBDC, avec voilà, l'utilisation du big data, avec l'intelligence artificielle, on se rend compte qu'on va pas vers du mieux. Tu vois, c'est ce qu'on dit tout le temps. On essaie de jauger, on essaie de pas forcément faire peur parce que c'est pas le but. On essaie pas non plus d'être catastrophiste, mais on va pas vers le mieux. Et pareil avec le Bitcoin. Tu vois, j'ai parlé tout à l'heure de la blockchain transparente. Le Bitcoin, beaucoup pensent que c'est anonyme. C'est absolument pas anonyme, c'est pseudonyme. À la base, c'était pseudonyme. On a des adresses publiques. Mais aujourd'hui, c'est même limite plus pseudonyme, en tout cas pour beaucoup de gens. Parce qu'on a fait un KYC, quand vous achetez des crypto-monnaies sur des plateformes d'échange comme Kraken, Coinbase, etc., on est capable aujourd'hui de relier une clé publique avec votre identité, avec le papier que vous avez donné quand vous êtes inscrit sur les plateformes d'échange, avec votre photo, votre adresse, etc., etc. Et avec les outils d'analyse blockchain, Chain Analysis, par exemple, c'est une entreprise qui est spécialisée là-dedans, ils sont capables de relier les portefeuilles les uns avec les autres. Donc même si vous avez un portefeuille sur lequel aujourd'hui vous achetez des crypto-monnaies sur Kraken et vous envoyez cet argent-là sur votre ledger et vous faites transiter votre argent, etc., ils sont capables de tout lier et de dire, bah tiens, ce portefeuille-là, il a été envoyé ici sur par exemple, la ledger, tiens, on peut supposer que ce portefeuille-là, il appartenait à Théo, donc il est sans doute encore, il appartient encore à Théo, etc., etc. Et donc, ils sont capables de remonter. Et j'ai même vu des études qui montraient que même, je ne sais pas comment ils font, hein, mais qu'ils arriveraient même si toi, tu te dis, je ne fais pas de KYC sur des plateformes d'échange, j'achète que sur des plateformes décentralisées, genre BISC, etc., je vais là-dessus, j'achète mes crypto-monnaies, je n'ai pas fait de KYC, et ben, même si toi, tu fais l'échange avec quelqu'un qui lui-même a fait un KYC, avec les données qui transitent sur Internet, si tu ne fais pas attention, tu ne passes pas par Tor, tu n'utilises pas un VPN, etc., ils peuvent retrouver ton identité et l'associer là-dessus. Tu vois. Aujourd'hui, c'est quand même assez compliqué de le faire en masse, mais ça pose question. Si demain, on est sur une blockchain où on sait qui a quoi, à n'importe qui, on a les identités, si demain ces informations-là sont récupérées et sont utilisées à mauvais escient, vous n'êtes pas à l'abri que quelqu'un, je sais pas, il y a un voleur qui sait que vous avez 100 bitcoins chez vous, il frappe chez vous, comme le problème qu'on a eu avec Ledger, qui s'était fait voler leurs informations. Voilà. J'ai pas envie de faire peur aux gens parce que c'est pas le but, mais toujours pareil, dans une question de s'interroger, de savoir dans quelle direction on va se diriger par la suite. Je pense que les privacy coins auront un avenir. Je pense que comme toutes les différentes catégories qu'on retrouve aujourd'hui dans le milieu des crypto-monnaies, il y en a certaines qui vont se développer, d'autres qui vont mourir. Mais peut-être que les privacy coins ne seront pas celles qui visent à avoir une adoption mainstream comme ce qu'on peut retrouver peut-être sur de l'Ether, sur du Bitcoin ou autre. Ouais, je pense que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas forcément un des facteurs principaux d'adoption. Quand les gens pensent aux crypto-monnaies, je pense que c'est pas du tout l'aspect protection de la vie privée qui vient en premier. Et je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y aura sûrement une utilité qui est déjà très réelle et possible, mais que l'adoption, voilà, se fera pas massivement sur ces coins.
tout simplement parce que la plupart des gens ne s'intéressent pas à cette thématique, et même il y aura peut-être des problèmes voilà, de régulation qui viendront, celui que je t'ai posé, mais je pense quand même qu'il y a quand même un intérêt à s'y intéresser, et pourquoi pas voilà, mettre une petite pièce dessus. En plus de faire attention, comme tu l'as dit, aux outils de protection, voilà, utiliser un VPN, voilà, faire attention à ces données, les données qu'on divulgue en ligne. Il y a plein de choses qu'on peut utiliser pour augmenter sa vie privée, la protection de ses données, notamment crypto, c'est quelque chose qui est assez présent de par le statut même de technologique et informatique de la technologie qu'on utilise. Mais ne serait-ce qu'utiliser la double authentification et si possible la double authentification physique, c'est-à-dire des YubiKey, des clés physiques qui permettent de contrôler l'accès à votre compte en plus du mot de passe. Ça rajoute, on va dire, des barrières pour les possibles attaques. Et moi, par exemple, ce qui m'aide aussi dans mes investissements, c'est de savoir que la partie qui n'est pas forcément crypto est aussi sécurisée. Par exemple, je pense qu'on a la majorité des gens un compte Gmail, et si on y pense bien, Gmail, c'est Google, ils sont pas infaillibles non plus, et en plus, ils ont un système qui fait que tous tes comptes sont liés à un compte Gmail. C'est-à-dire, si vous avez votre adresse mail qui est Gmail, et il y a plein d'autres applications qui peuvent être liées à ce compte Gmail, et si c'est votre adresse principale, il y a grand chance qu'il y ait vos exchanges qui soient liés à ce compte-là, qu'il y ait vos applications de banque qui soient liées à ce compte-là, qui est votre compte Facebook, vos réseaux sociaux qui soient liés à ce compte-là. Donc, du coup, si vous perdez l'accès à votre compte Gmail que vous faites hacker, ça peut avoir des répercussions assez importantes. Donc, je pense se renseigner un petit peu sur l'aspect sécurité et vie privée, surtout quand on investit dans le domaine des crypto-monnaies, c'est vraiment pas, c'est même pas un luxe, c'est même pas une option. Je pense que c'est nécessaire et important pour se protéger et pour être serein. Parce que moi, de savoir que j'ai mis en place certaines choses, on va pas forcément tout divulguer non plus, mais voilà, de s'intéresser, de mettre en place des choses petit à petit. Moi, par exemple, tous les mois, j'essaie de mettre en place, d'implémenter un nouveau système voilà, de sécurité, de mettre des choses en place petit à petit. Et au final, ça permet de me protéger dans mes investissements et d'aller vers un peu plus de vie privée. Voilà. Par exemple, c'est Google, c'est bien pratique, mais c'est pas optimal en termes de vie privée. Donc, il y a peut-être des choses à utiliser en parallèle. Et je pense, voilà, on va arrêter la vidéo ici. Je pense que vous avez compris un peu l'idée. C'était juste pour évoquer ce sujet qui est pas forcément très à la mode et qui au final Monero, comme tu l'as dit Thibaut, qui est le premier coin sur l'anonymité, il y a une grosse communauté. Les développeurs, c'est des bêtes, franchement, ils font des trucs de fou dessus. Le projet est vraiment top, mais c'est vrai que l'adoption, le price action, il correspond pas vraiment au potentiel et à toute la technologie, tout ce qui se développe dans cet écosystème-là. Donc c'est un peu ça aussi qui nous fait dire que c'est pas quelque chose de prioritaire, c'est pas que une des grosses forces de traction, mais voilà. Alors peut-être pas tout de suite, tu vois, peut-être pas tout de suite. C'est-à-dire qu'après, il y en a beaucoup qui disent, l'intérêt des privacy coins, les gens le voient pas tout de suite, mais ils le verront plus tard. C'est-à-dire que si demain on arrive sur des vraies problématiques, et je dis pas que ça va arriver, j'en sais rien, je vois pas l'avenir, mais si demain on arrive avec des vrais problèmes de fongibilité sur des crypto-monnaies qui fonctionnent avec des blockchains transparentes, comme c'est le cas sur l'Ether, comme c'est le cas sur le Bitcoin, etc., là les gens se retourneront vers des alternatives sur lesquelles il y a une vraie possibilité, tu vois. Tout à l'heure, quand je parlais des problématiques de fongibilité, j'ai parlé des coins teintés sur une utilisation avec des fins illicites sur le darknet, par exemple. Mais on entend de plus en plus parler aujourd'hui, avec le contexte environnemental, le contexte du réchauffement climatique, de se dire, tiens, maintenant, on va être capable de tracer les coins qui viennent de sources d'énergie renouvelables et de celles qui viennent d'usines à charbon, tu vois. Et donc, tous les coins, tous les bitcoins qui sont minés par des mineurs qui fonctionnent avec des mines à charbon, peut-être qu'ils auront une valeur inférieure parce qu'ils ne seraient pas utilisés de la même manière que ceux qui sont venus d'énergie entre guillemets verte et entre guillemets renouvelable. Ça pareil, ça peut être amené à débattre dessus, mais voyez, la question, elle va beaucoup plus loin. Et je sais que quand j'avais traité ce sujet-là sur ma chaîne YouTube, je me suis fait insulter de tous les noms parce qu'il y en avait plein qui me disaient mais non, c'est pas vrai, tu dis n'importe quoi, tu essaies de FUD, tu essaies de raconter des conneries sur Bitcoin ou n'importe quoi. Encore une fois, je m'en fous d'avoir raison, je m'en fous d'avoir tort, je suis là pour apprendre, je suis là pour donner, on va dire, une certaine réflexion, quelque chose que j'ai appris, je m'interroge. Je n'ai pas la science infuse et je pense qu'aucun d'entre nous ne l'a. Et voilà, l'idée, c'est de débattre
d'essayer de comprendre là où est-ce qu'on se dirige, et ceux qui pour moi se mettent des œillères et se disent non mais c'est comme ça et de toute façon c'est ce que je connais et donc tout ce que tu racontes c'est des conneries, c'est ce qu'on explique à plusieurs reprises, le syndrome de Dunning-Kruger. Tu vois, souvent c'est les débutants, ça fait 1 an qu'ils sont dans la crypto-monnaie, ils ont investi quelques milliers d'euros, ils pensent tout savoir et puis après par la suite ils vont se rendre compte de la réalité des choses, de ce qui existe, des opportunités, de tout ce qui est présent devant eux. Et là, après, tu prends un vrai coup d'humilité. Tu te dis, en fait, bah ouais, j'y connais rien. Et la seule réalité, en fait, la seule chose, la seule vérité qui existe dans l'investissement et dans la vie de manière générale, c'est qu'on ne sait rien. Voilà. Qu'on est toujours en train d'apprendre. Et plus on apprend, moins on sait. Voilà. Ouais, d'accord. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec ce type de contenu. Au final, si on arrive à faire passer des messages ou des lignes de réflexion où nous-mêmes on s'est dit quand on l'a découvert, ah ben oui, c'est vrai, si on n'avait pas pensé, voilà, c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça, ou des choses totalement nouvelles. Parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit, on peut vite devenir borné, entrer dans une thématique, voilà, suivre uniquement les groupes qui parlent de ça et avec un certain schéma narratif et oublier tout ce qui peut se passer autour. Mais de temps en temps, se dire, ah ben oui, c'est vrai qu'il peut y avoir cette problématique-là. Si ça se passe, qu'est-ce que je peux faire? Ou ben c'est vrai que j'avais pas pensé. C'est vrai que c'est intéressant. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie de faire à travers ce type de format. Donc ben, si ça vous intéresse plus de contenu dans ce style-là, ben, n'hésitez pas à suivre ma chaîne. Si ça vous intéresse aussi les thématiques liées à l'investissement, mais aussi le business en ligne en général, n'hésitez pas à suivre la chaîne de Thibaut. Il est un étudiant dont je vous mettrai le lien dans la description. Il publie du contenu régulièrement, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et du coup, ben, on vous laisse et on retrouve dans une autre vidéo. Merci, au revoir. Salut à tous.